Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse à Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse à Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseaout.fr. Et Raclette Talk, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers. Je fais attention à ne pas faire renverser le café parce que sinon il n'y aura plus de podcast. Bienvenue au Raclette Talk. Donc c'est un podcast convivial, discussion vraie, bio, intimiste, sans additifs comme on a l'habitude. Normalement il y a une raclette mais on ne l'a pas là parce que ça sent trop mauvais. Et donc on est comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec vos conseillers d'orientation si vous êtes encore lycéen. Ce qui n'est peut-être pas le cas, non Laurent, pas tout à fait. Régulièrement, donc tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, donc avec une vraie discussion comme je viens de le dire. Ce format vous est présenté par la Caisse à Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T. C'est un collectif de créatifs sur Nantes qui crée des contenus donc, pour les entreprises et aussi les organisations. Aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, c'est autour de la quête de sens, autour du métier que l'on exerce, de l'orientation, de la réorientation professionnelle, la reconversion, beaucoup de mots qu'on va expliquer tous ensemble et on va pouvoir un petit peu rentrer dans vos univers. Et avant de commencer, un grand merci à la prison du Bouffay à Nantes de nous accueillir. La prison du Bouffay, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est un restaurant original qui vous permet de manger dans des geôles. Et oui, là nous sommes dans les geôles. Surtout, voilà, on a un peu des barreaux, vous pouvez pas sortir tout de suite. C'est parti, donc nous sommes avec 3 experts, on a aussi 3 chefs d'entreprise. Alors, on va voir un petit peu, on va définir tout cela ensemble. Et comme on n'est pas sur BFM Business, ils vont se présenter chacun leur tour. Et vous allez commencer à chaque fois par une lettre de l'alphabet. Et on va commencer par Valentin. Donc là, c'est plutôt état civil. Hein. On est, voilà, okay, on n'est pas parti sur des grandes considérations philosophiques. Valentin, ta lettre, c'est la lettre G. Donc tu dois commencer par quelque chose qui commence par G, ta phrase par G. Non mais superbe lettre pour commencer. J'ai grandement en difficulté. Ouais, grandement en difficulté. J'essaie de trouver quelque chose de pertinent quand même. C'est pas forcément facile. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. Ouais. C'est dommage parce que moi ça me serait bien allé le G. C'est un peu. Alors, ok. On inverse tout. Ouais. Laurent, tu commences par G. Gentleman Team obligatoirement parce que c'est le nom de mon entreprise. Et donc voilà, je m'appelle Laurent Mercier et je dirige un salon de coiffure barbier qui s'appelle Gentleman Team. Donc le G m'allait plutôt bien moi. Ouais, j'aurais peut-être dû faire comme ça en fait. Je sais pas. J'ai essayé de. Tu l'as bien sauvé, Valentin. Bien sauvé, merci Laurent, qu'on vient d'entendre. Ça me sauve la vie et c'est pertinent. Par contre, il va falloir s'y mettre, Valentin, la lettre H. Ok, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Et dis donc. Hey, je suis Valentin. Ouais, H comme. Il y a hippocampe, mais il faut avoir un lien avec ton activité, c'est chaud quoi. C'est ça, difficile. Hippopotame. J'ai pensé à hibou, mais ça m'inspire pas. Non, mais commence par hey, c'est pas grave. C'est un joker pour toi, tu commences par hey. Hey, H-E-Y. Hey, c'est Valentin. Valentin Napoli, donc voilà. Moi, je suis directeur du Wagon à Nantes. Le Wagon, qui est un centre de formation pour se reconvertir dans les métiers du numérique. Et puis je me regarde un peu sous la pédale pour la suite. Oui, c'est très, très bonne idée. C'est stratégique, c'est bien joué. Okay. Vanessa, donc I. C'est facile. Comme idiote parfois, mais ça fait du bien, peut-être. Ah oui, carrément. On est dans la dévalorisation. Okay. Non, un petit peu d'ironie aussi, ça fonctionne. Vanessa, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation et j'ai 2 casquettes complémentaires qui sortent un petit peu du quotidien puisque je suis synergologue. Et donc, peut-être, on expliquera tout à l'heure. Et praticien en neurosciences appliquées pour les organisations. Oula, j'ai fait un anévrisme là sur l'explication. Mais non, allez, nous allons y revenir. Lettre J pour Laurent.
J'adore ce que je fais. C'est beau. Voilà, je vais démarrer comme ça. Mais oui, je suis donc coiffeur barbier, reconverti, puisque ça va faire maintenant 2 ans que j'ai ouvert mon salon et que la vie est super belle, quoi, depuis tout ce temps-là. Ok, ben joué. Pas mal. Il est bon, alors. Après, il a des lettres faciles. J, c'était facile. J, déjà, il y avait tous les jets, je suis. Voilà, non, mais il ne faut pas lui retirer du mérite non plus. Alors, je te laisse le choix entre le K et le L. Parce que le K, c'est pas évident, mais tu peux peut-être avoir quelque chose. Ouais. Sinon, tu as le L. Le L, c'est plus simple quand même. Ok, on va peut-être prendre le L. On va peut-être la jouer sécurité. Le L, ça aurait été bien en premier. J'aurais dit le wagon. Ça aurait été cool. Et peut-être que j'en dis un peu plus sur le wagon, du coup. Littéralement, le wagon, c'est... Le wagon, c'est... littéralement, le wagon, c'est une école qui permet aux adultes de se reconvertir en fait, dans les métiers du numérique. C'est une boîte qui existe depuis 2013. C'est une boîte française qui a été créée à Paris. Et aujourd'hui, c'est 45 campus partout dans le monde. Donc, partout dans le monde, c'est... en Amérique latine, en Afrique, en Asie, à Bali, en Australie. Et c'est 22 000 personnes qui ont été formées grâce au wagon et qui se sont reconverties, qui ont changé de vie. Longue phrase quand même. Phrase un peu politique, si je peux me permettre. Phrase un peu longue. J'arrête de vous chambrer, c'est très intéressant. Les dernières lettres, il n'y en aura pas d'autres. Ne prépare pas le N, ça ne sert à rien, Laurent. Je ne prépare rien, tu as vu. Incroyable. Alors, quelle magie. La lettre M en suivant, Vanessa. Alors, M comme Move Consulting. Et peut-être pour expliquer Move, on a longtemps cru que les émotions généraient le mouvement, mais c'est parce que le corps se met en mouvement qu'on prend conscience des émotions. Et c'est un peu la philosophie de ce que j'apporte au quotidien dans les entreprises, à travers mon entreprise. Move Consulting, juste pour l'épeler, M-O-O-V okay. Exactement. Et Consulting, comme ça se prononce. Il y a toute une petite histoire derrière le logo, mais on en parlera peut-être en off. Ah, en off. Ouais. Là, vous êtes carrément exclus, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Ça sera en off. Si vous voulez avoir plus d'informations, demandez à Vanessa. C'est parti pour ce premier moment d'échange entre nous. Déjà, comment vous avez déterminé votre carrière professionnelle ? Par quel biais ? Alors, qui vous voulez, peu importe. Ça s'est fait comment ? Je parle du tout début, on est d'accord. On ne parle pas de maintenant. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Ça s'est fait par une succession d'accidents et de décisions par défaut. En fait, moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez geek, donc très jeux vidéo, manga. Quand j'étais au collège, j'aimais bien bricoler mon PC. Donc c'était vraiment les trucs qui me plaisaient. Et donc, j'arrive au lycée et je vois une conseillère d'orientation à qui je dis, moi, mon truc, ça serait de faire de l'informatique, en fait. Parce que, spontanément, c'est ce que je fais les soirs et les week-ends. Je bricole mon PC, je joue à des jeux vidéo, je m'intéresse à plein de trucs là-dedans. Et donc, à ce moment-là, on doit être au début des années 2000. Et ma conseillère d'orientation me dit, mais surtout pas l'informatique, c'est bouché comme voie. Donc voilà, moi je suis jeune, donc je ne connais pas le monde, donc je fais confiance. Donc on est en pleine révolution Internet, donc l'informatique c'est bouché. Donc voilà. Donc du coup je commence à chercher un petit peu d'autres choses et puis je procède un peu par élimination. Est-ce que j'ai envie de faire médecine ? Pas spécialement. Est-ce que j'ai envie de faire du droit ? Je sais pas trop pourquoi je ferais ça. Et donc finalement je décide de poursuivre mes études en faisant une classe prépa pour entrer en école de commerce. Parce qu'en fait, je ne sais pas où je vais et que l'école de commerce, c'est la possibilité de rentrer dans plein de boîtes différentes, de plein de secteurs différents, sur plein de métiers différents. Et ça me permet en fait de repousser le choix. Et une fois que je suis arrivé en fait sur le marché du travail, je me suis rendu compte peu à peu que mes premières amours de l'informatique n'avaient pas disparu, puisque mon premier job, c'était d'être chasseur de tête dans l'IT. Donc je plaçais des ingénieurs... IT, c'est-à-dire ? IT, informatique. Est-ce que... Information Technology. Je pense c'est bon. C'est ce que j'aurais dit, c'est technologie. Ouais. Donc, de quoi ? Super série. Ah bon ? Tu nous refais la même chose. Tu nous as déjà fait ça sur un podcast. Tu nous parles. Ouais, c'est vrai. Et l'autre, c'était sur des experts comptables. C'était une autre série. Je ne sais plus ce que c'était. D'accord, pardon. Donc non, vas-y, finis. Pardon, on arrête nos bêtises. Ouais, disons donc chasseur de tête, donc dans la tech, le digital, le numérique. D'autres mots comme ça cible bien. Et voilà, donc ça c'était le début de ma carrière. Et puis
Et voilà, je vous en garde un peu pour la suite, mais à partir de là, ça a été globalement une sorte d'essai-erreur, d'errance, de tentatives qui sont passées par le marketing, le jeu vidéo, l'événementiel, la photographie, et aujourd'hui, finalement, ma seule... Revenu à ta place. Bah, oui et non, c'est-à-dire que je suis resté dans le domaine de l'IT, reconversion, mais en fait, pour moi, c'est pas l'IT finalement qui a de l'importance aujourd'hui, c'est la reconversion, parce qu'en fait, c'est ça le fil conducteur de mon parcours. C'est ça pour moi qui est devenu une véritable expertise finalement. Je suis pas un expert de l'informatique, mais de fait de mon parcours, je suis devenu malgré moi un expert de la reconversion professionnelle, quoi. Ok. Voilà un peu comment je peux le dire succinctement. Mais il y a un mot qui est super important dans ta question, c'est le mot déterminé. Parce que tout compte fait, tout est indéterminé. Et pour autant, tu as arrivé à quelque part sur ce qui t'animait au départ ou sur la frustration qui t'avait pas été accordée à l'époque, quoi. Et je crois que c'est un peu aussi ton cas, non ? Ouais, moi je t'entendais parler d'informatique. Et moi, il n'y avait pas d'informatique quand j'ai commencé à chercher du travail à l'époque. Puisque, en fait, les ordinateurs n'existaient pas, le portable n'existait pas. J'ai l'impression d'être vraiment très âgé. Mais en fait, on était plutôt encore à une époque où on pouvait... c'était assez large. Mais par contre, on nous demandait vraiment d'aller à l'école parce que c'était très important d'avoir un énorme bagage pour pouvoir avoir un travail et que les travaux manuels étaient plutôt un peu désavoués à l'époque. Et on disait, si jamais tu fais un CAP, tu fais un BEP, ça va être une catastrophe naturelle, tu t'en sortiras jamais. Ce qui fait que moi, à l'âge de 15-16 ans, je voulais déjà en fait faire de la coiffure. Je voulais déjà... et j'avais déjà dans l'idée, en plus, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est de créer un salon de coiffure, mais un truc un peu rock'n'roll. J'aimais déjà la musique, je faisais déjà de la musique. Et un peu rock'n'roll, mais tout seul avec un seul fauteuil, pas plein de clients, mais un client à chaque fois. Je voulais déjà faire ça. Sauf qu'à mon époque, je peux dire à mon époque, il y avait beaucoup de préjugés, d'a priori sur les gens qui voulaient, enfin sur les garçons en tous les cas, qui voulaient faire ce type de métier. Et ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans, il faut pouvoir assumer ces choses-là quand on est un mec. Et c'est vrai qu'à l'époque, les garçons qui allaient dans les écoles de coiffure étaient plutôt assez efféminés, étaient plutôt... Voilà. Ce qui fait que j'ai gardé ça pour moi, en fait. Et puis, je suis parti dans des études de commerce classiques. Voilà, un bac G3, un BTS Action commerciale. On a le même. Et puis après, rentrer dans la vie active pour gagner sa vie rapidement. Et la coiffure est toujours restée dans un coin de ma tête, mais c'était quelque chose qui était resté assez lointain, quoi. Donc en fait, voilà, je suis parti dans des études et dans des boulots commerciaux, en fait, de manière assez naturelle, finalement, quoi. Voilà. Pression sociale, donc là. Là, on a une grosse pression sociale qui détermine vos carrières pro. C'est pareil pour moi. Ouais, pression sociale, dans mon cas, pas vraiment, parce que... pression, en tout cas, d'une légitimité supérieure. Peut-être pas sociale, mais d'une concertation qui te guide pas, en tout cas, vers le bon endroit au tout départ. C'est ce que je disais, c'est qu'à mon époque, c'était pareil aussi. Les conseillères d'orientation à l'époque ne t'auraient jamais... Si tu venais pour dire « je veux faire coiffeur », ils disaient « ouh là là ». Mais ça va pas du tout. En troisième, tu as 14 de moyenne, 15 de moyenne, fais des études. Va le plus loin possible, tu auras un vrai beau métier et tu gagneras vraiment bien ta vie. C'est ça qu'on nous disait à l'époque. Vanessa, est-ce qu'on t'a pas entendu encore ? Alors, pression sociale et moi familiale, parce que je voulais faire les beaux-arts et j'avais une réponse quasi identique, c'est que c'est pas un métier. Donc, il y avait aussi... Alors, on commençait à dire les métiers de l'informatique vont saturer, il y a trop de monde. Il y avait une projection sur les métiers de l'informatique qui n'était pas positive, alors qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit bien que tout le monde s'est planté. Et il y avait une projection sur certains métiers qui ne correspondaient pas à un métier de rentabilité et de noblesse, quoi. Et donc, c'est pour ça que je reviens au mot déterminé ou déterminisme. Il n'y a peut-être rien de déterminé, tout compte fait, dans la manière dont on reprend nos projets professionnels en main. C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui, quoi. Puis il y a une forme de courage aussi qu'on n'a peut-être pas quand on est assez jeune pour aller contre justement ce qu'on disait, ce qui est un petit peu dans la norme. C'est-à-dire qu'on ne disait pas non à nos parents. Nos parents décidaient un peu pour nous. On avait tendance à écouter un peu ce qu'on nous disait. Et moi, je me souviens d'amis qui me disaient « mais moi, je vais faire ça et je vais le faire. Et que ça plaise à mes parents ou pas, je vais le faire. » Moi, j'ai jamais eu ce courage-là. Et je serais jamais allé contre l'avis, on va dire, de mes parents pour ne pas les décevoir déjà. Et puis, ton bien-être à l'époque passait pas forcément... on parlait pas de bien-être. On parlait pas de bien-être. D'ailleurs, on
parlait de choses un petit peu consensuelles, on décevait pas nos parents, on essayait de rester un petit peu dans des cases, et c'était bien comme ça, quoi. Voilà. On fait partie d'une génération où les parents ont misé aussi sur nous. Ils n'ont pas forcément eu l'occasion de faire des études, où il y avait des frustrations, il n'y avait pas forcément l'épanouissement au travail. Donc leur volonté, c'était aussi qu'on aille vers une certaine forme de sécurité, quoi. Et ça passait par l'emploi traditionnel qui était conforme le CDI. Le bon CDI. Ce qui était des idées qu'on se faisait, en fait. Parce que moi, j'en ai rediscuté avec mes parents quand je leur ai dit ce que j'allais faire à 52 ans et que j'en ai discuté avec mon père. Alors mais mon père, il m'a dit ouais, c'est bizarre parce que tu m'en as jamais parlé quand tu avais 15-16 ans. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que tu aurais accepté d'entendre ça? Mais il me dit, je vois pas pourquoi j'aurais pas accepté de l'entendre, puisque c'est ce qui t'aurait rendu heureux. Donc, quelque part, t'aurais peut-être dû, quoi. Mais sauf qu'on s'interdisait des choses parce que dans le contexte dans lequel on vivait, c'était pas quelque chose de forcément très naturel, quoi. Et on était vraiment sur cette pression des études supérieures et des postes à responsabilité pour pouvoir s'épanouir, quoi. C'était ça, en fait, le truc. Puis il y a un côté, on va pas se mentir, financier aussi. Alors peut-être que toi, dans ce qu'on t'a dit, c'était ce côté pression sociale des années 80, d'être garçon coiffeur, voilà. Ouais. Mais aussi un côté financier pour beaucoup, peut-être qui nous écoutent dans cette orientation professionnelle, de se dire, ah ben non, il faut que je sois dans un métier où je vais gagner beaucoup, avoir des responsabilités, et forcément ça, et c'est pas notre envie profonde. Et en fait, on est plus sur une envie d'argent plutôt qu'une envie de quête de sens. Enfin, je sais pas. C'est une pression sociale qui va dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit reconnu socialement, quoi. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti ou si dans vos activités vous avez dit. Toi, c'est un peu différent peut-être parce que Valentin, sur l'informatique, c'était informatique ou école de commerce. Dans les deux cas, ça peut rémunérer. Donc, oui et non, mais si justement, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu soulèves ici et qui est en fait une mauvaise compréhension du marché de l'emploi et de l'évolution de la société d'une manière générale. Alors pour mon cas, moi j'ai détecté ça au sein de l'accompagnement qui est donné dans l'éducation nationale, mais parce qu'en fait, là on est dans une situation où on a quelqu'un qui est un jeune lycéen qui consulte un expert en fait de l'orientation, donc si tu veux, de dire je n'avais pas forcément le courage d'aller contre mes parents, il y a une question de courage, mais c'est une question de confiance, c'est-à-dire que c'est pas forcément une nécessité d'aller remettre en question la parole d'un adulte quand on ne l'est pas encore, où on est encore en train de se former, et quand on a les parents qui disent quelque chose, quand on a des professionnels d'un secteur qui disent quelque chose, la voie la plus logique, c'est quand même de les écouter. Et moi, j'ai pas de regret, je me sens pas en faute vis-à-vis de moi-même en disant j'aurais dû avoir le courage de questionner ça, ou d'aller plus loin, ou de forcer les choses, de dire non, moi c'est ça que je veux faire, etc. Je pense pas, justement. Je pense que là, la question, elle est plutôt du décalage, finalement, entre la réalité de l'évolution du marché et les personnes qui sont nos interlocuteurs à ce moment-là, pour faire le lien entre les deux, pour nous permettre d'appréhender le monde professionnel correctement. Mais sauf quand tu sais ce que tu veux faire. Sauf quand tu sais exactement ce que tu veux faire. Tu sais. Parce que toi, c'était enfoui en toi, c'était quelque chose que tu ressentais, mais est-ce que tu l'avais vraiment formalisé, je veux dire, de dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je pouvais pas le formaliser, enfin, je l'aurais pas formalisé comme ça à l'époque à cause de cette pression sociale et de ce que ça représentait. C'était ça le truc, en fait. Ok. Et oui, quand tu voulais être coiffeur, à mon époque, tu étais forcément homo, tu étais forcément pas dans la norme, on te mettait forcément dans des cases. Et moi, j'ai pas eu ce courage-là à l'époque de me dire, mais j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas grave, moi, qu'on me prenne pour un homo si je le suis pas ou si je le suis, moi, je m'en fous, c'est pas grave. Je vais faire ce que j'aime, quoi. Et peut-être qu'à la limite, à l'époque, j'aurais gagné du temps. Mais, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, les choses, elles arrivent comme elles doivent arriver, tu as un chemin de vie à faire. Et puis le plat va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois sur des trucs sur lesquels tu t'es engagé. Puis il va falloir un certain nombre d'années, de temps pour que tu comprennes que ta place, elle n'est pas à l'endroit où tu es vraiment. Et puis un jour, il y a une évidence, il y a un truc qui se dit, mais... Un déclic. J'ai 50 balais là, je suis en train de gérer des mecs toute la journée, ça va pas du tout, c'est pas mon truc, j'en peux plus. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et puis tu as ce déclic-là de te dire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est là où peut-être la confiance et la maturité... on l'a avec l'âge. Aujourd'hui, il y a
peut-être que tu le vois dans les jeunes que tu accompagnes, dans les moins jeunes, mais il y a une capacité à aller chercher de l'information, à se faire accompagner, qui peut permettre peut-être d'accélérer des prises de décision, mais remis à notre époque. Alors toi, tu avais un métier. Moi, je n'avais pas de métier, je voulais faire les beaux-arts parce que ce qui m'intéressait, c'était la créativité, mais je n'avais aucune dimension de ce sur quoi ça pouvait ouvrir, et ça ne m'intéressait pas. En fait, j'avais envie de tester. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que la société que j'ai créée me permet de créer au quotidien. Ouais, donc, en fait, je réponds à mes envies ou à mes frustrations de l'époque d'une autre façon. Mais pour ça, ça demande de la maturité et d'apprendre à bien se connaître, en fait. Et toi, tu es passé par quelle phase, quel métier pour en arriver là où tu en es maintenant, justement? Alors, c'est assez compliqué parce que, en fait, les métiers, pour moi, n'ont pas forcément eu d'importance. Je ne les ai pas choisis. D'ailleurs, mon premier métier, j'ai été embauchée à cause d'un hold-up. Je faisais ma saison dans une agence bancaire. D'accord. Le premier jour, j'ai explosé toutes les sécurités parce qu'on ne m'avait rien expliqué. Donc, j'ai déclenché les sécurités. Donc là, je me suis fait engueuler et former. Et le lendemain, il y a eu un hold-up. Et les mecs se sont fait arrêter parce que j'ai déclenché les sécurités. Et voilà. 11e hold-up dans cette enseigne-là. On me remercie, on m'embauche. Et moi, je ne voulais pas travailler dans une banque. C'est incroyable comme histoire. Et donc, la contrepartie de cette embauche a été de dire OK, le CDI. Et donc, tu acceptes? Alors, j'accepte parce qu'on se remet dans les années 95, avant 95. CDI, banque, autant dire que la pression familiale, du coup, elle s'arrêtait direct. En gros, c'est signe, quoi. Voilà, t'as pas le et choix, moi, je dis, qu'est-ce que je fais pour pas mourir? Mais mourir intérieurement, quoi. Et c'est quoi le métier qui te proposait? Alors, ce qu'on peut... conseiller, en fait, d'abord à l'accueil, et puis un schéma de conseiller particulier, bancaire. professionnel, Exactement. etc. Okay. Et pour pas mourir, en fait, j'ai demandé à avoir accès à toutes les formations. Formation commerciale, etc. Ah ouais, pas bête. C'est bien aussi, et ça te permet d'avoir cette maturité, comme tu dis. C'est ça. Okay. Et plutôt que de penser métier, moi, j'ai toujours pensé comment je vais apprendre, comment je vais vivre, comment je vais découvrir des trucs, comment je vais faire, et aller explorer des champs de connaissances, qu'on pourrait dire maintenant. Mais en fait, j'avais envie de comprendre la vie et de comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà. Et c'est plus ça qui, aujourd'hui, m'anime que le métier en soi, où... le cumul de métiers que j'ai eu n'a été que des circonstances de hasard au final. Ok, c'est incroyable. Ouais. Mais bon, on a l'impression que aussi dans ce que vous avez pu vivre, vous aviez à chaque fois des soupapes de sécurité qui étaient là justement pour pas que vous explosiez. Alors ça peut être peut-être le perso, d'avoir des crédits ou autre, d'avoir ce côté des formations. Bon, toi c'est un petit poil différent encore, Valentin, puisque tu as eu plein de métiers qui à chaque fois t'ont passionné quand même, et puis tu en es revenu, mais c'est vrai que c'est quand même un peu, peut-être dans les personnes que tu suis aussi, hein, tu vois ça. Ouais, alors moi, ma soupape, si, en fait, ce sont mes soupapes qui sont peu à peu transformées en activité à plein temps, mais quand j'étais directeur marketing, le truc qui me nourrissait vraiment et qui faisait que même si le marketing c'était pas ma passion, que je faisais mon boulot et que j'y trouvais mon compte, c'est que à côté je m'étais formé au game design, j'avais appris la programmation et j'avais créé autour de moi un véritable petit studio de jeux vidéo indépendant avec des gens aux États-Unis, d'autres au Japon, et d'autres en Europe. Et en fait c'est ça vraiment qui m'animait. Moi j'avais hâte que ma deuxième journée commence pour que je puisse faire ce qui me plaisait vraiment, quoi. Et je t'interromps juste, mais pour qu'on comprenne, toi tu suis aussi beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui sont en quête de sens, genre. Est-ce que c'est viable quand même de vivre comme ça? S'il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, hein, dans les questions que je pose, est-ce que c'est viable de se dire je vais en gros un peu travailler pour manger et derrière pouvoir profiter sur d'autres secteurs, d'autres vies, ma famille, etc. Est-ce qu'on peut réagir le mot comme magique porté ici, c'est le à côté. C'est-à-dire que, si on revient au sujet de cette notion de reconversion, de changement professionnel, le pire qu'on puisse voir et qui amène souvent, malheureusement, aux difficultés, parce que l'échec ne doit pas être un problème, c'est de se lancer sans préparer. Donc, le fait de travailler à côté, d'avoir des loisirs, des passions, de développer autre chose, c'est ça qui prépare cette petite mutation personnelle, en fait. Alors, il y a des reconversions à rupture radicale. Donc, comme Laurent, c'est ce que tu veux dire. Ouais, ça prend du temps. Là, c'est vraiment une rupture. Mais... Quand tu dis ça, c'est-à-dire que ça se fait, là, c'est d'un coup, d'un seul presque. Oui, et puis, d'évoluer dans un secteur d'activité et de devenir coiffeur du jour au lendemain, d'être contrôleur de gestion et de devenir plombier. J'ai une amie qui a fait ça, c'est pas anodin.
il y a des choses qui se mûrissent psychologiquement, où on revient à des passions d'antan ou à des rêves qu'on va explorer. Il y a quand même une mutation, un changement interne, mais qui est moins visible en externe. Mais il y a beaucoup de reconversions douces, où il y a une plasticité interne qui se met en place à travers du slashing, donc le fait de cumuler des jobs, par exemple, le fait de faire du bénévolat, d'aller développer des initiatives, etc., qui amènent petit à petit à des projets de reconversion. C'est de Et s'écouter, le mot à surtout, côté, à un moment donné, quoi. ouais, c'est ça. Après, c'est à un moment donné, c'est de s'écouter, quoi. C'est quand on sent qu'on va lâcher le truc, ou quand on sent qu'on n'est plus à sa place, quand on sent que ça devient vraiment trop compliqué, trop difficile, c'est un moment de se dire... Stop, quoi. On arrête. Comment ça se formalise? Je t'interromps, mais comment tu... moi, tu l'as vécu comment, si c'est pas indiscret? Pas du tout. Non, moi, c'est au moment du Covid, en fait. Juste avant le Covid, j'ai eu quelques petites altercations avec mon actionnaire de l'époque. Et là, lui m'a... Tu étais dans le secteur automobile, c'est ça, j'étais directeur de concession. Ouais. Et lui, il m'a allumé toutes les lumières, quoi. Il m'a tellement bien gonflé en fait à la fin du truc que je me suis dit, on est arrivé au confinement, et le soir quand je suis rentré chez moi, le soir où on a été confiné, j'ai dit à mon épouse, ma petite chérie, regarde-moi bien, je n'y retournerai pas. Mais tu étais presque en burn-out, je sais pas si on peut... J'étais pas loin, je pense que j'étais pas loin, mais voilà, j'y retournerai pas. Et ma femme m'a regardé, elle m'a dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, je ne veux plus y retourner, je ne veux plus faire ça. Donc maintenant j'ai du temps devant moi là, je vais me poser, je vais réfléchir. Et c'est en écoutant des podcasts, justement, et un podcast exceptionnel, alors, qui n'était pas celui-ci, parce que je ne le connaissais pas. Il n'existait pas. Il n'existait pas, tout simplement. Et c'est une coach de vie, en fait, que je suis tombé là-dessus par hasard, et qui disait, sur la reconversion des quinquagénaires, qui disait, mais à 50 ans, on peut très très bien refaire sa vie, il n'y a aucun problème professionnel, il n'y a pas de souci. Essayez juste de ne pas faire influenceur à Dubaï, parce que ça va être un peu compliqué, et c'est un peu pris. Mais par contre, souvenez-vous d'un truc, et c'est ça qui m'a allumé la lumière, elle a dit, souvenez-vous de ce que vous vouliez faire quand vous aviez 15-16 ans, parce que maintenant vous avez la maturité, maintenant vous avez eu une vie, plusieurs vies derrière vous, peut-être que vous avez les moyens intellectuels, matériels de réaliser votre rêve. Faites-le, il vous reste plus beaucoup de temps, faites-le. Eureka. Là, ça t'a fait un flash. La lumière, elle s'est allumée direct, j'ai descendu l'escalier 4x4 et j'ai dit à mon épouse, je sais ce que je vais faire. Valentin, je pense que c'est exactement ça, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait finalement d'avoir acquis les informations dont on avait besoin, et ça recoupe avec cette histoire de confiance. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de choses qui changent très vite, et d'autres beaucoup moins, et d'autres qui changent pas forcément très vite pendant longtemps, qui stagnent pendant longtemps, puis d'un coup changent complètement brutalement. Et moi, ce que je voulais dire à la fin de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que je blâme pas spécialement la conseillère d'orientation, je blâme pas spécialement mes parents pour pas avoir su, en fait, avoir eu cette image réaliste du marché, pouvoir me dire, mais si, en fait, tu peux faire ça. C'est juste que ces informations-là, elles sont pas facilement disponibles. Et ce qui fait qu'on se reconvertit finalement un peu plus tard, et qu'il y a ce déclic et qu'il y a ce changement, c'est qu'on obtient finalement une meilleure emprise sur la réalité qui nous intéresse. Et c'est à partir du moment où on voit les choses telles qu'elles sont qu'on est en mesure de se dire, ok, heureusement que je ne suis pas allé là, mais en fait c'est possible, mais en fait ce que je voulais faire, je peux le faire aujourd'hui. Et c'est le chemin dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est le temps de prendre le temps de savoir où tu veux être et quand tu veux y être. Et c'est surtout après avoir le courage de le faire. C'est ça. Plus que la confiance, je dirais que c'est une bonne connaissance de ce que l'on est. Dans son écologie personnelle, notamment. Et dans pour délester ce que tu disais, pardon, je te coupe, pour délester ce que tu disais par rapport à nos parents, je pense que nos parents, ils ont fait surtout comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient, avec la connaissance qu'ils avaient. La conseillère d'orientation, idem. C'est ça. Parce que maintenant qu'on a des enfants, en tous les cas, moi j'en ai, il y a un moment donné où tu arrives dans ce rôle qu'ont eu tes parents pour eux. Et voilà, ton expérience doit te servir pour ça. Voilà. Donc, les conseillers d'orientation changent dans le temps. Quoi. Nos parents, ils voulaient notre sécurité. C'est ça. Et effectivement, ce que tu disais, il y a une question de maturation interne pour se réapproprier en fait ses désirs fondamentaux, sa vocation, on pourrait dire, et la combinaison avec une compréhension globale de son environnement et pouvoir juger de la faisabilité réelle de ce projet-là, quoi. Et de le faire surtout parce que moi, j'avais qu'une seule frayeur, c'est de ne pas y arriver. C'est-à-dire de me dire, je ne vais pas finir ma vie à bosser dans un truc comme ça et tous les jours à me lever avec la boule au ventre, à aller gérer des mecs que j'ai plus envie de gérer
Et par rapport à ce que je disais de mon actionnaire tout à l'heure qui m'a un peu gonflé, il m'a quand même bien rendu service et je le remercie parce que si c'est un cadeau qu'il m'a fait, parce que s'il n'avait pas eu cette pression qui était légitime en ce qui le concerne d'ailleurs, et ben j'aurais peut-être pas eu moi ce courage de me dire bon, je veux plus. Tu serais resté dans ta prison dorée, tu vois. J'y serais plus. S'il avait été plus cool. Je sais pas où je serais, mais je serais pas bien en tous les cas. Boule au ventre, vraiment. Ouais. Quelque chose que tu ressentais. Ah oui, vraiment. Ouais, vraiment. Est-ce que toi, Valentin, qui a connu plein d'activités, mais qui ont été d'ailleurs florissantes, où tu as eu des succès, mais tu as changé quand même à chaque fois, tu avais cette sensation à la fin ou c'est une autre sensation? Ça dépend. Il y a eu des passages où mon activité principale, mon métier que j'avais au quotidien me convenait plus du tout et du coup j'ai ressenti une nécessité à rompre avec ça. Juste quelle sensation? On peut savoir s'il y a quelque chose c'est palpable ou pas du tout? Ouais, si, c'est un mal-être qui s'installe, qui s'exprime de manière de façon très différente. Alors moi je somatise beaucoup, donc mon corps me lance des alertes. On somatise tous. Hein. Tous, ouais. Ah ouais, le corps à sait, différents degrés. avant qu'on le conscientise, la décision qu'on doit prendre. Exactement. Juste, on peut faire un petit point de vue, c'est-à-dire? En fait, on sait aujourd'hui en neurosciences et à travers les imageries que notre corps a une connaissance de la décision qu'on doit et qu'on va prendre avant même qu'on le conscientise. Et qu'on est obligé de mettre notre corps en mouvement pour aider à structurer le schéma mental qui amène notamment au verbal. Donc là on n'a pas dit tout à l'heure, mais être synergologue, c'est être expert du décryptage corporel lorsque les personnes sont en interaction. Donc aujourd'hui, on sait que tout ce qui se passe dans le corps, et notamment les pathologies, sont la résultante de choses qu'on n'a pas forcément traitées, digérées. Et quand on somatise, il y a un moment, il faut savoir écouter les messages et puis de se dire... Et puis bizarrement, quand on a pris des bonnes décisions, on a plus mal au ventre. Une sorte de légèreté, c'est plus poids une enlevé. légèreté. Oui. C'est même pas de la légèreté, c'est la sensation d'être à sa place. C'est un truc incroyable. On parle d'éclosion professionnelle et c'est visible dans le rayonnement, dans la posture, dans la voix. Mais tout nous coûte moins d'énergie en fait. Et c'est Valentin, comme je t'ai coupé, c'est ce que tu as ressenti un moment là-dessus, mais pas sur d'autres, c'est ça? D'autres emplois? Alors oui et non, c'est-à-dire que voilà, il y a eu une partie de mes activités où j'étais profondément en désaccord avec ce que je faisais. C'est-à-dire ce que j'étais était profondément différent du rôle que j'étais obligé d'incarner dans mon métier au quotidien. Et ça, en fait, j'ai eu un besoin de rupture. C'est-à-dire, peu importe ce que je fais après, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire. Ouais. Et inversement, j'ai eu des situations où j'étais dans un environnement qui pouvait être relativement confortable, pas spécialement épanouissant, mais relativement confortable. Et là, ce qui m'a amené à bouger, c'est plus l'appel de la nouveauté, l'envie d'apprendre, l'envie de faire quelque chose qui me fait plus vibrer. Et là, ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire à l'instant, parce que ça, je l'ai expérimenté cette année. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté mon activité de photographe indépendant au début de cette année, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'en sais rien du tout. Et en fait, j'ai refait mon CV, j'ai postulé à plein de trucs, et avec pour seul critère la nouveauté. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose que j'avais jamais fait. Donc forcément, le scope était assez large et je ne considérais les offres qu'à partir du moment où j'avais une première réponse disant, ah tiens, mon profil intéresse, alors voyons voir de quoi il s'agit. Mais c'était vraiment c'était du grand n'importe quoi, la diversité des offres sur lesquelles j'apportais de la considération, on va dire. Et à la fin, j'ai eu plusieurs propositions et j'en avais une qui était parfaite sur le papier, c'est-à-dire qui était exactement ce que mon intellect ou mon éducation ou la pression de mes pairs réclamaient. Flexibilité, télétravail, gros salaire, poste de direction et départ dans l'entreprise, etc. Et de l'autre côté, j'avais d'autres propositions, mais j'avais notamment ce poste au wagon que j'occupe actuellement, de reprendre la direction du wagon, et avec des contraintes beaucoup plus fortes. Parce que comme je suis le directeur d'un campus, il faut que je sois physiquement sur place, et il y a des responsabilités qui sont plus engageantes, et ce n'était pas l'offre la mieux rémunérée. Mais pourtant, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui me poussait vers là, mais d'une manière évidente, d'une manière puissante. Et à l'inverse, ce que j'aurais dû préférer intellectuellement, me laisser dans un état assez neutre, en fait. Et je n'ai pas pu prendre cette décision avant de comprendre ça. Je me suis dit, ok, c'est pas la première fois que je ressens ce truc-là. À chaque fois que je suis allé contre mon sentiment interne, je l'ai payé, je l'ai regretté et je suis revenu en arrière. Et à chaque fois que je me suis fait confiance
à moi-même, ça a bien marché. Mais j'avais pas envie de croire au magique, je sais pas. Non, mais c'est le plat qui repasse en fait à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire je te coupe un peu, mais quand tu es dans un espèce de schéma en fait professionnel dans lequel tu es sécurisé d'une certaine manière, on va te proposer un poste le même peut-être, mais un petit peu upgradé, un petit peu plus responsabilisant, te donnant un statut social un peu plus visible. Ben, en fait, tu es dans une espèce de zone de confort qui fait que même si tu sais, et là je rejoins Valentin à 1000%, même si tu sais que tu vas pas forcément super t'éclater, il peut rien t'arriver. Sauf que sécurité donc. Sécurité. Ton filet de sécurité. Visibilité, tu donnes ta carte de visite dans les soirées, dans les trucs, c'est super sympa. Oui, il y en a qui vont adorer. Ça flatte l'ego. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui ont besoin de ça. Exactement ça, voilà. Sauf qu'à un moment donné, et là je rejoins le truc à 100%, c'est que il y a un moment, tu te réveilles un matin et tu te dis mais c'est chiant quoi en fait. Pourquoi je fais ça alors que je n'y prends plus aucun plaisir. Et il y a aussi un c'est qui ce mec sur la carte de visite. C'est-à-dire moi j'ai vraiment eu ça, c'est que il y avait une différence, il y avait toujours eu une différence entre moi et le rôle que j'incarnais professionnellement. Et pour la première fois depuis que j'ai repris ce poste au wagon, il y a plus de différence. Donc le fait d'être soi-même dans son travail, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est que en fait, on n'est pas sur la promotion d'un service, d'un produit, etc. On est sur le partage de convictions personnelles. C'est ça. Et à partir du moment où on arrive à faire de son métier une question de conviction personnelle, il n'y a plus de décalage. Et à ce moment-là, on est entier en fait. On est dans son travail. Aligné. Voilà. En place. Et là, on souffre plus en fait. Chaque tâche ne demande plus de réaliser un effort. Elle est la continuation de son existence en fait. Charge mentale. J'existe en faisant ça. Voilà. C'est pour ça, peut-être les clés de la réussite d'une vraie conversion, c'est d'identifier ce qui nous anime. Complètement. Là, en l'occurrence, toi, c'était la nouveauté ou l'innovation. Et puis les valeurs, pour créer un juste alignement entre le verbe d'action qu'on va déployer au quotidien et puis le sens qu'on va ressortir à travers cette fonction, en fait. Et ça amène à des changements d'entreprise ou d'exécution de métier. Et ça oblige aujourd'hui les dirigeants et les DRH, notamment, à revisiter la manière dont ils recrutent, parce qu'on a tendance à prendre des profils un peu identiques ou qui rentrent dans des cases, ou à chercher alors des compétences. que parfois il manque certaines expériences, mais la motivation et les valeurs et les compétences sont là, mais sous une autre forme, quoi. On a tendance à privilégier les compétences au lieu de l'adéquation en fait de la vocation de vie d'une personne, même pas professionnelle, c'est vrai. Son identité globale avec les besoins du poste. Et en fait, c'est ça qui est la conjugaison la plus efficace, qu'on le fasse d'un point de vue purement pragmatique pour les besoins de l'entreprise, ou qu'on le fasse par pure philanthropie, c'est de toute façon ça qui marche le mieux. Et on peut le demander à des entreprises comme on peut le demander à des individus qui ont trouvé ce poste-là, ou qui justement ne l'ont pas trouvé, et qui témoigneront d'à quel point les choses sont simples quand on est là à sa place, et à quel point elles sont douloureuses et compliquées et coûteuses en énergie quand chaque tâche représente un effort et qu'on doit se forcer à tout, quoi. C'est ce qu'on disait avec Vanessa tout à l'heure aussi, c'est que c'est pas dû à tout le monde non plus, et tout le monde n'a pas cette capacité à un moment donné à se dire je vais quand même être dans la direction de ce que j'aimerais faire, de ce que j'aimerais être, parce que justement on a aussi des peurs à côté de tout ça, et des restants d'éducation qui font que on va privilégier une sécurité à un moment donné plutôt qu'au plaisir qu'on va avoir à faire quelque chose. Ou des obligations. Des obligations aussi, qu'on s'est créées. Oui. En fait, c'est-à-dire si on a moi, je une pense maison, que tout le monde a la capacité de lever ces peurs-là, mais ça demande un travail profond. C'est ça. Et tout le monde n'a pas le même rapport à la sécurité ou aux peurs. Et souvent, dans les premières questions qu'on pose sur alors, tu as créé ta boîte, moi j'hésite, etc., souvent, on se réfugie vers des craintes financières, l'âge des enfants, la maison. La maison, les études. Et en fait, quand tu te lances, quand tu as pris ce courage de la décision, mais que derrière, tu es aligné, enfin, je veux dire, tu as un réseau, tu as travaillé un peu le sujet, parce que le pire, ça serait de se lancer sans avoir bossé le sujet. Tu as tout qui s'aligne. En fait, ça s'aligne, tu changes ton rythme de vie. Naturellement, tu veux dire. C'est-à-dire que les choses se font C'est-à-dire qu'à pour aller partir dans ce du sens-là. moment où on parlait de confiance tout à l'heure, tu te fais confiance, tu bordes un peu ton sujet. Enfin, moi, il y a 5 ans, quand j'ai lancé mon activité,
je ne savais pas ce que j'allais faire dans mon activité. Je savais une chose, c'est que je ne pouvais plus rester dans le milieu de l'entreprise parce que je perdais trop d'énergie à essayer de convaincre sur un système qui ne m'entendait plus et qui avait un décalage de temporalité entre les idées que je proposais et la manière de les décliner. J'avais identifié qu'en étant à l'extérieur de l'entreprise, ces mêmes idées, à partir du moment où on les payait en extérieur, elles passaient beaucoup mieux. Donc je dis, ok, j'arrête, je monte ma boîte. Mais sincèrement, je n'avais pas de business model, je ne savais pas ce que j'allais mettre en offre de service, mais je savais ce qui m'animait en termes de créativité, en termes d'outils dans ma boîte à outils. Et je me disais, je vais y arriver. Faut se faire En confiance, fait, hein. ouais, c'est ça. Faut pas écouter Il n'y a autour, aucune hein. raison Faut écouter que personne. ça ne fonctionne pas. Là, faut Si je écouter suis personne. capable de faire des choses dans une entreprise, je vais le savoir faire en extérieur. Mais il y a ce petit cap de confiance et dire, OK, j'y vais, on essaie. Faut écouter On verra. personne, faut s'écouter soi-même. Je pense qu'il faut quand même dissocier deux choses. C'est la reconversion professionnelle dans le sens de changer de métier en restant en fait avec la sécurité du salariat. Où effectivement c'est une étape qui peut être assez violente à l'échelle de l'individu, mais qui représente des risques en fait assez modérés. Je suis d'accord avec ça. Et le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur, qui est en fait le même mouvement avec une surcouche de risque supplémentaire qui nécessite un examen approfondi de l'état du marché, de sa capacité à trouver sa place seul là-dedans. Parce que moi, je l'ai vécu de deux manières. Quand je me suis lancé en tant que photographe indépendant, je l'ai fait à un moment où je venais de faire une rupture conventionnelle. Et finalement, tout ce risque qui venait en plus, finalement, de se dire, OK, j'arrête le marketing, je fais de la photo. J'ai jamais fait de photo avant, mais c'est pas grave. J'ai envie de le faire et ça va le faire. Ouais. Tout ce risque-là était absorbé par 2 ans d'indemnité de chômage. Et merci la France pour ça. Hein. Et merci la France pour ça. Je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que c'est 2 ans de tremplin qui permettent aussi de se tester et de continuer à apprendre à se connaître. Ouais. Bien sûr. Et voilà, et les deux ne sont pas nécessaires. On peut vivre l'aventure de se réinventer sans forcément devenir entrepreneur si c'est pas ce qu'on veut faire ou si c'est pas le bon moment pour le faire pour soi. Merci, super. Il nous reste un tout petit peu de temps pour le dernier moment, on va dire. Donc je garde juste quelques, parce que je les ai quand même travaillés, donc c'est quand même dommage. J'ai fait des jeux de mots. On t'écoute. C'est quand même important de les faire, je pense. Non, mais c'était vraiment passionnant. Et puis le temps tourne. C'est la Fast Good Interview. Je vous donne 2 propositions. Vous choisissez une des 2 propositions. Je vais pas trop vous bloquer parce que on n'a pas beaucoup de temps. Valentin, wagon ou locomotive? Clairement locomotive. Ah voilà. Clairement locomotive. Ouais. J'explique un peu ou j'ai pas le temps? Bah ouais, mais je sais que toi tu fais des réponses de 4 minutes, donc il me faut en 15 secondes. T'as quelque chose en 15 secondes sous la main? Je peux. Ouais, la locomotive, c'est celle qui est devant et qui traque le reste. Et voilà, moi ça me plaît d'avoir de la visibilité, de savoir où je vais et d'être à l'initiative. Vanessa, Alfred de Musset ou Vanessa Musset? Instant melon? Alfred, non, pas dans tant que un melon. Non. Mais je regrette d'avoir perdu le 2 en cours, quoi. Oui, c'est ça. Mais la Alfred, créativité. les mots, l'écriture, la puissance relationnelle, on peut en dire plein de choses, Alfred. Ouais. Écrivain romantique. Laurent, cheveux ou barbe? C'est plus terre à terre. Parce que tu fais les deux. Les deux. Ouais, mais t'as pas le choix. J'ai pas de préférence en fait. T'as pas le choix, il faut choisir. Alors, la barbe. J'ai aucun des deux. Alors, ça peut la t'aider. barbe, pourquoi? Parce qu'on peut faire des trucs avec une barbe fabuleux. On peut changer un visage et on peut redonner confiance à quelqu'un rien qu'en lui changeant la forme de sa barbe. Ça, c'est vrai. Bon, les cheveux aussi, ceci étant dit, ça peut redonner confiance quand même aussi. Oui, tout à fait. Valentin, jeux vidéo ou photographie? Moi, j'avais peur que tu me demandes cheveux ou barbe. Non. J'aurais pas tellement le choix, malheureusement. Jeux vidéo, clairement. La photographie, j'y suis allé par pur goût du défi. Je me suis levé un matin en me disant, tiens, ça serait sympa si, quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis photographe. Et là, tu as l'intégralité de la maturité et de la réflexion derrière ce mouvement professionnel. Les jeux vidéo, c'est la culture vidéoludique, c'est une passion que j'ai. Ton côté depuis geek dont tu parlais. Vanessa, pardon. La radio, Le Move ou Nova? Nova. Ouais, Nova quand même. Ouais, c'était Nova pour le quand Move. Oui. Mais non, mais du coup, ouais. Mais Nova. Ouais. Move, c'est Radio France et puis c'est et côté puis, rap un peu on me rap. ramène toujours à tout plein de moves. Mais alors maintenant, je vais l'expliquer, mais vous regarderez les 2 hauts. Ouais. Ils ont un accent sur le haut et il y a un mouvement
Et ça ramène au mouvement des yeux et au mouvement du corps et des sourcils. Ah, intéressant. Move Consulting, donc. Laurent, barbe rousse ou barbe bleue? Plutôt pirate ou criminel? Comme tu veux. Tu tues des Barbe femmes bleue, ou non t'es plus sur un bateau? C'est toi qui vas. Très bon choix. Barbe bleue. Ah, barbe bleue quand même. C'est Donc, pas mal, quand même, hein. Ah oui, il est pas loin. Oui, il était pas loin. Ok. Ouais, c'est ça, il était pas très loin. C'est parce qu'il est de la région. Ok. Valentin, Napoli ou Roma? Parce que ton nom de famille, c'est Napoli. Exactement, Napoli, forcément. Bah ouais, Naples. Ouais. Napoli, si. Voilà. Ok. C'est excellent. On dirait un Pas peu Mario, du mais. tout- Ouais. Mario. Vanessa, Carpe Diem ou Vita Vie? Ah, Carpe Diem. Ouais, Carpe Diem, Carpe Horace. Diem. Ok, Ouais, ça ouais, c'est ouais. Faut vivre lâcher le prise. jour présent. Ouais. Ok, Ouais. excellent. Seize the day en anglais. si tu Exactement. veux. Laurent, couper les cheveux en 4 ou tirer par les cheveux? Tiré par les cheveux. Couper les cheveux en C'est ta- 4, j'ai pas le temps. Ouais, tu pinailles pas toi. Non, Toi j'ai c'est pas- plus. J'ai pas le temps. J'ai plus ouais. le temps, moi. Ouais. Capillotracté, t'es plus. T'as plus envie. Non, alors, non seulement j'ai pas envie, mais le Carpe Diem va bien Ouais. aussi. Voilà, prendre du plaisir tous les jours. Très Je important. vais assez vite, Valentin. Fête des amoureux ou Saint-Patrick? Fête des amoureux, Saint-Valentin, on avait compris. Ouais. Faites des amoureux direct. J'ai toujours Ah été ouais. un Elle écoute. grand amoureux. Toujours été un canard. Ok, allez, Ouais, c'est mon c'est agro. ça. Vanessa, rien à voir là, c'est cocktail ou verre de vin. C'était plus savoir ce qu'on allait t'offrir après. Cocktail. Un cocktail. Ah Un ouais. cocktail à nous inviter à prendre avec modération. Ah, en ce moment, je suis plutôt sur du spritz, mais. Ah, d'accord. Voilà. Toi, t'es plutôt Mais sur une j'aime mode beaucoup passée. le vin, T'aimes bien les modes passés. Ouais, oui, ça me dérange pas. Le passé est très intéressant. C'est Il y vrai. a beaucoup d'impact sur Ouais. notre présent. C'est notre héritage, en effet. On pourrait parler de Donc, neurogénèse, on apérol pourrait parler de plein de spritz. choses. Laurent, avoir des cheveux mais aussi sur la langue ou chauve et pas de cheveux sur la langue? Cheveux avec un cheveu sur la langue. Ah ouais, Ouais, c'est comme charmant. Dominique Ouais, Besnéard. c'est mignon. C'est ça, Bon c'est charmant. cours, Du moment ça qu'il y a des va. cheveux, moi je peux travailler. Très bien. Donc, Vas-y, voilà. essaye avec un cheveu sur la langue. Ça va, Je c'est sais pas bien. faire ça. Excellent, vous avez bien joué le jeu, bravo. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, notre podcast Raclette se termine donc. Un immense merci donc à Valentin Napoli du Wagon, à Nantes, Vanessa Musset de Move Consulting, Laurent Mercier de Gentleman Team. C'est aussi sur la région nantaise. Encore merci à la Prison du Bouffet de nous accueillir dans ce restaurant original dans le plein centre de Nantes. Si vous souhaitez participer au prochain podcast Raclette, contactez-nous sur notre site internet caisseout.fr. J'ai un chat dans la gorge, attention. C'est pas le cheveu Donc, sur tu la n'as pas un langue. cheveu sur la langue. Est-ce qu'on coupera? Je ne sais pas. Caisseout.fr, K-A-I-2-S-A-U-T.fr. Et n'oubliez pas, la vie, c'est comme la raclette, il faut en profiter, car quand c'est fini, on aimerait que ça dure plus longtemps. Merci beaucoup, des bisous, mes petites raclettes bambochardes. Merci. Je vais mourir, Merci. je pense. Je vais décéder.